petit warning d'entrée. La présentation va se faire en 2 temps, du coup, parce que la CSRD, c'est un sujet quand même un petit peu touffu. Et du coup, je me voyais mal traiter un petit peu tous les points que je voulais aborder en 1 heure seulement. Donc, ça va être partie 1 aujourd'hui et partie 2 le 21 juin, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça nous laissera le temps d'aborder un petit peu plusieurs dimensions du sujet et en quoi ça concerne notamment l'IT. Voilà. Sachant que du coup, aujourd'hui, j'ai mis CSRD et son application numérique entre parenthèses parce qu'on va parler au final assez peu de numérique. L'idée d'aujourd'hui, c'était plutôt de poser un peu le cadre général de la CSRD parce qu'avant de parler indicateurs, comment tout ça s'applique à l'IT, etc., il faut quand même comprendre 2-3 choses sur qu'est-ce que c'est la CSRD, à quoi ça sert, à qui ça s'applique, etc., etc. Donc voilà. Donc désolé si vous n'aimez pas la CSRD, je vous en mets une double dose. Voilà, donc pour la petite histoire, la presse d'aujourd'hui, c'est un peu la suite entre guillemets d'une presse que j'avais fait à Boavista il y a déjà 1 an et demi, où voilà, je faisais un petit peu le point sur ce qui allait arriver à l'époque en termes de reporting extra-financier. Alors déjà, changement sémantique, il y a 1 an et demi, on parlait encore de reporting extra-financier, donc des trucs qui ne concernaient pas la direction financière. Aujourd'hui, il y a une petite upgrade dans la sémantique. On parle maintenant de reporting de durabilité. Donc voilà, on peut dire que le sujet a un peu évolué parce que ces notions dont on va parler ont un peu leurs propres mots. C'est pas juste des trucs pas suffisamment importants pour être inclus dans les états financiers, c'est des informations de durabilité en bonne et due forme. Voilà. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? La directive CSRD a été adoptée fin 2022. Voilà, le 16 décembre 2022 pour être exact, et elle est entrée en application là depuis le 1er janvier 2024. Donc, entrée en application, ça veut dire qu'en pratique, en ce qui concerne le reporting extra-financier, ça veut dire que du coup, les exercices comptables sur lesquels les entreprises vont devoir commencer à faire du reporting à la mode CSRD démarre au 1er janvier 2024. Donc, en pratique, on aura les premiers rapports CSRD début 2025 au plus tôt, puisqu'on fait du reporting sur l'exercice précédent en général. Voilà. Et deuxième texte important qui a été publié, c'est les fameuses normes de reporting qui, on va le voir, vont venir pas mal encadrer les informations que les entreprises doivent publier dans le cadre de la CSRD. Elles ont été aussi publiées dans leur forme définitive parce qu'il y a eu pas mal d'allers-retours de consultations qui avaient permis de les élaborer. Donc elles existent dans la forme définitive depuis fin 2023, donc depuis décembre 2023. Et du coup, voilà, c'est aussi des documents de référence très utiles. On en parlera un petit peu aujourd'hui, mais peut-être un peu plus la fois prochaine pour voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est quoi les indicateurs, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui, rapidement, trois sujets principaux, un petit retour historique, mais vraiment très très rapide pour comprendre en fait comment on en est arrivé à la CSRD et qu'est-ce que en fait le législateur espère faire avec la CSRD. Une petite vue d'ensemble et puis on va passer un tout petit peu de temps sur ce qu'on appelle la double matérialité. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous évoque. Je sais pas si c'est une notion dont vous avez entendu parler, mais c'est quelque chose d'assez central pour la CSRD. On va voir que ça oriente pas mal les informations qu'il y aura à publier. Alors, rapidement, je ne vais pas vous faire tout l'historique du reporting extra-financier qui s'appelle maintenant reporting de durabilité. L'idée, c'est que depuis quasiment toujours, on considère que les entreprises doivent rendre des comptes sur les aspects financiers. Voilà, elles doivent publier des comptes annuels, certaines publient des résultats trimestriels. Donc, l'idée, c'est que les actionnaires, investisseurs et les diverses parties prenantes de l'entreprise doivent rendre compte de la santé financière de l'entreprise. Et puis, depuis à peu près 20-30 ans, on commence à se rendre compte qu'une entreprise, c'est pas juste un compte en banque ou juste un bilan annuel, c'est aussi des salariés, des activités opérationnelles qui peuvent avoir un impact sur l'environnement autour d'elle, etc., etc. Donc en fait, on se rend compte que l'entreprise, comme elle interagit avec le milieu social, avec l'environnement, avec plein de sujets, elle doit rendre des comptes aussi de cette interaction et de la manière dont elle s'insère en fait dans le tissu environnemental, social, dans une gouvernance générale, etc. Donc l'idée, c'est que de plus en plus, on va demander aux entreprises de rendre des comptes sur les enjeux de durabilité qui sont les leurs. Alors un petit point important que je trouve intéressant de souligner, c'est à qui il est destiné ce reporting. Pendant très longtemps, on considérait que c'était surtout un truc de financier. C'est-à-dire que le reporting, alors qu'il soit financier ou extra-financier, concernait surtout les investisseurs
qui voulaient mieux comprendre dans quoi ils investissaient, à quels risques les entreprises dans lesquelles ils investissaient étaient soumis, etc., etc. Mais je pense que de plus en plus, le reporting de durabilité, c'est quelque chose qui concerne en fait beaucoup plus de monde. Et au final, Boavista, on est un bon exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure dans le cadre du hackathon. Dans le cas des travaux de Boavista, on utilise, nous, les rapports de durabilité de pas mal d'entreprises, les GAFAM notamment, pas uniquement. Donc en fait, ces informations qui sont contenues dans ces publications de durabilité sont extrêmement importantes quand on veut mieux comprendre comment les entreprises, une fois encore, interagissent avec la société, l'environnement, etc. Donc voilà, nous, Asso Boavista, on est une partie prenante qui utilise ce reporting de durabilité. Et puis, un peu n'importe qui, en fait, peut s'emparer de ces sujets, de ces informations à ses propres fins. Donc, les partenaires, les clients, si vous voulez vous savoir ce que fait votre fournisseur, votre client, etc., peu importe. Et puis même, tout le monde, en fait, en tant que citoyen, on peut tout à fait aller lire les informations qui sont publiées par ces entreprises pour regarder ce qu'il y a d'intéressant dedans et voir si c'est des choses qui peuvent informer notre conduite après. Voilà. Donc l'idée, c'est que un petit peu tout le monde, en fait, peut et peut-être devrait s'emparer un petit peu de ces sujets. Rapidement, alors je vais faire un retour très très rapide sur ce qu'il y avait avant la CSRD. Alors avant la CSRD, puisque maintenant donc, la CSRD est en application depuis le 1er janvier. Donc avant, il y avait une autre directive qui s'appelait la NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, et qui était donc en application jusqu'au 31 décembre 2023. 1er janvier, c'est la CSRD qui a pris de retour. En pratique, comme la CSRD va être mise en œuvre de manière étalée, la NFRD s'applique encore pour un certain nombre d'entreprises, encore cette année et pour certaines encore l'année prochaine. Voilà. Donc cette NFRD, c'est une directive européenne et comme toute directive européenne, elle a été transcrite dans le droit français. Et donc en France, la conséquence de la NFRD, ça a été notamment l'obligation pour certaines entreprises de produire ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière, donc une DPEF. Voilà, c'est un terme que vous avez déjà connu. Peut-être certains parmi vous ont contribué à écrire, rédiger des DPEF. Alors dans cette DPEF, qui donc une fois encore l'ancienne mode du reporting extra-financier, mais qui concerne encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, on est début 2024. Aujourd'hui, les entreprises font leur reporting de durabilité sur l'année 2023, et donc aujourd'hui, les entreprises font la DPEF de l'année 2023. Donc là, les rapports de durabilité qui vont sortir sont encore ou qui sont sortis dans les mois qui viennent de s'écouler ou qui sortent en ce moment, sont des rapports DPEF, donc ancienne mode entre guillemets. Voilà. Donc dans ces déclarations de performance extra-financière, qu'est-ce qu'on devait, alors peut-être oui, voilà, qui est-ce que ça concernait, enfin qui est-ce que ça concerne encore pour peu de temps. En fait, ça concerne toutes les entreprises qui ont plus de 500 salariés et qui font soit plus de 100 millions d'euros de bilan, soit plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des seuils qui peuvent abaisser si on est une société cotée. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de regarder qui n'est pas concerné, notamment toutes les filiales européennes d'entreprises qui ne sont pas dans l'Union européenne ne sont pas concernées. Certaines formes juridiques comme les SAS, les SARL ne sont pas concernées, les PME cotées ne sont pas concernées, etc., etc. En fait, il y a beaucoup d'exemptions, enfin plus exactement, le pool d'entreprises qui est concerné par la DPEF, par la NFRD, est assez limité et on considère que c'est à peu près 11 000 entreprises dans l'Union européenne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans une DPEF? Alors là, pareil, certains d'entre vous ont peut-être l'habitude de consulter ce genre de documents. C'est quelque chose qui est, on va trouver un petit peu certains passages imposés dans une DPEF. On doit d'abord trouver ce qu'on appelle la description du modèle d'affaires. Donc l'entreprise doit décrire quelles ressources elle utilise pour mener ses activités, ses actions, quelle est la valeur en fait qu'elle crée pour un petit peu tout le monde. Alors, il n'y a pas vraiment de modèle, on va dire, pour établir ce modèle d'affaires, justement. Je vais vous donner deux exemples très rapides. Ça, c'est le modèle d'affaires qui est présenté par le groupe Bouygues. Donc ça, c'est issu de la DPEF du groupe Bouygues, donc la dernière version, la plus récente.
Et donc, voilà, ils présentent, d'un côté, il y a sur la gauche, là, leurs ressources, donc qu'est-ce qu'ils utilisent, capital humain, naturel, économique, financier, etc., etc. Sur la droite, ils décrivent leur création de valeur pour leurs clients, pour leurs collaborateurs, pour la société civile, etc. Et au milieu, voilà, ils décrivent leurs activités principales. Donc, Bouygues, on sait que c'est assez diversifié, il y a des télécoms, il y a des médias, il y a de la construction. Voilà, donc ça, c'est une présentation d'un modèle d'affaires d'un grand groupe. Je vous donne un autre exemple et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la présentation du modèle d'affaires de Capgemini. Donc là, on n'a pas de jolie infographie et tout. C'est juste une description assez brute et assez basique des actions et des métiers qui sont menés par le groupe. Donc on voit déjà sur ces deux exemples, c'est des choses qui sont assez compliquées à comparer entre entreprises. La réflexion derrière est la même. Donc on voit que les informations sont assez disparates en fait d'une entreprise à l'autre. Ensuite, dans la DPEF, qu'est-ce qu'on doit avoir, à part ce fameux modèle d'affaires? Il doit y avoir une description des principaux risques auxquels l'entreprise est soumise. Donc des risques ESG, dont j'en ai pas parlé, mais ESG, il y a une petite slide de début, c'est environnement, social, gouvernance, qui sont les 3 thématiques de durabilité qui sont habituellement, sur lesquelles on demande habituellement aux entreprises de faire du reporting. Donc, dans cette DPEF, l'entreprise doit identifier ses principaux risques environnementaux, sociaux, de gouvernance. Et pour chacun de ces risques, elle doit décrire quelle politique elle applique pour gérer ce risque, quels sont les résultats de ces politiques et quels sont les indicateurs de performance qu'elle utilise pour mesurer ces résultats. Là encore, il n'y a pas de méthodologie très bien définie pour identifier ces risques ESG. Donc, chaque entreprise applique un petit peu la méthode qu'elle veut, un petit peu à sa sauce. Et puis, pareil, pour les politiques, pour les résultats, pour les KPIs, il n'y a rien d'imposé. Donc, on peut avoir des politiques très différentes, mais aussi des indicateurs extrêmement différents d'une entreprise à l'autre, parfois même pour traiter du même risque. Donc là, faute d'un cadre, on va dire, de reporting un petit peu strict, entre guillemets, on se retrouve à avoir des DPEF qui sont extrêmement variables d'une entreprise à l'autre, y compris des fois au sein du même secteur. Et pour finir, du coup, la DPEF doit balayer, alors au sein des thématiques ESG, elle doit balayer une série de thématiques imposées, mais qui est qui est un petit peu un inventaire à la Prévert. C'est une liste qu'on trouve dans l'article L225-102.1 du Code du commerce, pour ceux que ça intéresse. Et on voit que ça balaye très très large. Il faut parler des conséquences sur le changement climatique de l'activité de la société, il faut parler des engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal, etc., etc., etc. Je vous fais pas la liste en entier, mais c'est des choses assez diverses, pas toujours cohérentes entre elles. Et en général, tous les ans, en fonction des priorités gouvernementales du moment, il y a une autre thématique qui arrive. Donc cette année, la nouvelle du CRU 2023, c'était les actions visant à promouvoir le lien nation-armée et à soutenir l'engagement dans les réserves. On sent que la guerre est pas loin. Voilà. Et avant, je crois que c'était promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives l'année d'avant. Donc, ça devait être pour préparer les JO, je suppose. Donc là, je blague un peu, mais c'est vrai que cette liste a pas forcément une grande cohérence et on a tendance à ajouter des trucs comme ça parce qu'on considère que c'est important, mais tout ça reste quelque chose d'assez indicatif. Voilà. Par contre, l'entreprise doit juste indiquer qu'elle a considéré ces thématiques-là et qu'elle en a bien pris compte et que si jamais c'est quelque chose qui est important pour elle, c'est traité au paragraphe numéro 18 de sa DPEF. Voilà. Et pour finir, la DPEF, elle doit être en France auditée par ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant. C'est souvent des grands cabinets d'audit qui font ça. Il faut savoir que l'audit en France, c'est en fait c'est quelque chose qui s'est joué au moment de la transcription dans le droit français. En fait, l'audit n'était pas imposé par la directive NFRD, mais quand le législateur français a fait la transcription dans le droit français, il a fait un peu de zèle, il s'est dit, voilà, en France, on va faire auditer notre DPEF. Donc, elle est auditée en France, dans certains autres pays européens, mais pas dans tous les pays de l'Union européenne. Et la DPEF doit être publiée et accessible au public pendant 5 ans. Donc, on est supposé avoir 5 ans d'historique de déclaration de performance extra-financière. Plus souvent, c'est publié sur les sites web des entreprises. Sur les grandes entreprises, c'est publié souvent dans le rapport de gestion, dans le rapport annuel, dans l'URD pour les sociétés cotées. Voilà, pour les sociétés non cotées, ça se trouve alors soit sous forme, soit de manière indépendante, soit dans un rapport de gestion. Enfin voilà, faut des fois fouiller un petit peu.
Donc voilà très rapidement pour la présentation de ce qu'il y a dans une DPEF, qui une fois encore est le rapport de durabilité un peu ancienne mode, et un peu le problème qu'on a avec cette DPEF et cette directive NFRD, c'est que clairement, elle n'était pas suffisante pour permettre au public du coup d'obtenir quelque chose de réellement, des informations qui soient réellement actionnables. D'une part parce que déjà toutes les informations pertinentes ne sont pas forcément communiquées par les entreprises. Il faut encore l'analyse de risque, la méthodo, c'est un peu à la sauce de l'entreprise. Il n'y a pas de nécessaire prise en compte de ce qu'on appelle la double matérialité. On va revenir dans 2 minutes pour comprendre ce que c'est, ces double matérialité. Les informations sont certes auditées, mais ne sont pas toujours extrêmement fiables. Voilà, les entreprises ne sont pas, les informations ne sont pas comparables d'une entreprise à l'autre, et ça c'est un gros sujet. On va voir que la CSRD va sans doute y remédier. Et on en parlait, beaucoup d'entreprises en fait ne rentrent pas dans le scope de la NFRD et du coup ne sont pas tenues de publier des informations, alors que ça serait en fait extrêmement pertinent. Il n'y a pas que les très grandes entreprises de plus de 500 collaborateurs, etc., qui ont des impacts sur l'environnement ou sur les hommes, très clairement. Voilà, donc une fois qu'on a fait ce constat, ça c'était donc il y a quelques années qu'on a fait ce constat. La NFRD est en application depuis 2017 et on a eu le temps de constater qu'on n'arrivait pas vraiment à nos fins avec ça. Donc, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on dit? Alors, donc l'idée de mettre à jour le cadre de reporting de durabilité traînait depuis pas mal de temps, je crois, au niveau de la Commission européenne. Et il se trouve que est arrivé le Pacte vert pour l'Europe, dont vous avez tous probablement entendu parler. Donc cette grosse action, ce gros paquet législatif qui vise notamment à atteindre la neutralité carbone pour l'Europe à horizon 2050. Et donc l'idée du pacte vert, c'est qu'on va mettre en place pas mal de lois, de réglementations qui vont venir encadrer cette transition vers la neutralité climatique. Mais l'idée aussi de ce pacte vert, c'est qu'il faut aussi financer en fait pas mal de choses. Et financer notamment les entreprises vertueuses qui peuvent aider à la transition, aider aussi les moins vertueuses à transitionner vers des activités plus responsables. Et au moment où on fait les comptes, on se dit qu'il faut financer beaucoup de choses, se pose la question en fait de comprendre quelles sont les entreprises qu'on va pouvoir légitimement financer pour cette transition. Et notamment, se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour savoir si les activités d'entreprise sont vraiment compatibles avec la transition environnementale et sociale, au-delà du greenwashing dont c'est pas mal d'entreprises utilisent, font usage assez éhontément. Voilà, comment savoir également à quel point une entreprise est exposée à des risques de nature environnementale, sociale. On pense beaucoup aux risques de transition, aux risques physiques liés au climat, mais pas uniquement. Comment savoir dans quelle mesure une entreprise est vraiment engagée dans la transition de ses activités, donc à quel point elle est en train de modifier son modèle d'affaires, son portefeuille de produits pour aller vraiment vers des choses plus durables. Et puis quand on est soit un acteur financier ou même pourquoi pas un épargnant, après tout un citoyen, comment on fait pour savoir si les produits financiers dans lesquels je souhaite investir sont vraiment durables? Parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a des produits financiers, des fonds d'investissement, des choses comme ça qui sont marketés comme étant durables, mais on sait que derrière la réalité est pas toujours aussi verte entre guillemets. Voilà. Donc une grosse question est arrivée avec le pacte vert, qui est comment fait-on en fait pour savoir quoi financer pour la transition? Et là-dessus, du coup, la Commission européenne a préparé et fait passer un paquet législatif qui s'appelle le Sustainable Finance Framework. Et ça, c'est super important parce qu'il y a dans ce Sustainable Finance Framework 3 textes, on va dire 3 instruments législatifs qui sont un peu les 3 piliers de ce paquet et qui se répondent un peu et qui interagissent tous les 3. Le premier pilier de ce paquet, c'est la taxonomie européenne, dont vous avez probablement déjà entendu parler. La taxonomie européenne, c'est un gros travail de classification qui a été fait par la Commission européenne. L'idée de cette taxonomie, c'est de prendre tous les secteurs de l'économie par code NAS
et de leur mettre une sorte de petite étiquette en disant, bah toi, ok, toi secteur A, t'es vert, t'es compatible avec la transition, on considère que tu aides à la transition, donc hop, on te met une petite étiquette verte. Toi, autre secteur, t'es pas vert, t'es brun, on considère que t'es pas du tout compatible avec une économie neutre en climat, donc on te met une étiquette brune. Toi, autre secteur, on considère que t'es pas complètement vert pour le moment, mais sous certaines conditions, tu peux l'être, ou en tout cas, même si t'es pas vert, tu peux nous aider à la transition. Donc, ok, on te met une étiquette un peu intermédiaire. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette taxonomie à chaque catégorie, à chaque secteur économique. On va avoir un petit peu une couleur qui va nous dire si le secteur est durable ou pas. Voilà, donc c'est quand même un travail assez colossal qui a été fait par la Commission européenne de regarder pour chaque type d'activité économique, est-ce que c'est vert ou brun et le cas échéant, à quelles conditions techniques. Et on verra, alors la prochaine fois, parce que là, je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on verra que dans certains cas, les critères techniques du caractère vert de certaines activités sont assez poussés. Enfin voilà, c'est vraiment un gros travail, un très très gros travail qui a été fait, qui est loin d'être parfait, mais qui a quand même le mérite d'exister et le mérite de poser on va dire, un cadre quand même extrêmement intéressant. Donc ça, c'est le premier pilier, on va dire, du Sustainable Finance Framework, qui permet de classifier les activités économiques en vert, pas vert, globalement. Le deuxième pilier de ce framework, c'est la CSRD, justement. Et la CSRD, elle est là pour obliger les entreprises à publier des informations sur leurs impacts, leurs risques, leurs opportunités liées aux enjeux donc ESG, et à publier des informations sur les politiques qu'elles mènent, les actions, leurs objectifs pour gérer ces impacts, risques, opportunités. Alors, vu comme ça ressemble beaucoup à ce qu'il y avait dans la DPEF, dans la NFRD, mais en fait, on va voir que c'est beaucoup, beaucoup plus contraignant, le cadre proposé par la CSRD. Et dernier pilier du Sustainable Finance Framework, dont on parlera pour le coup pas du tout, c'est la SFDR, qui est un outil, qui est une réglementation qui concerne les acteurs de la finance. Et c'est en fait un texte qui va obliger du coup ces acteurs de la finance à publier des informations sur leurs produits financiers et notamment sur le caractère vert ou pas. Alors je mets vert entre gros guillemets, évidemment, c'est pour parler de durabilité au sens large. Mais donc, va obliger les acteurs de la finance à publier des informations sur le caractère durable ou pas des produits financiers qu'ils proposent. Et notamment, la SFDR va se servir des informations qui vont être remontées par les entreprises via la taxonomie et via la CSRD pour publier des pourcentages, des ratios de leurs produits financiers. Par exemple, sur un portefeuille d'actions d'entreprise, très simplement, chaque entreprise aura fait son reporting taxonomie et aura dit, voilà, moi j'ai par exemple 20% de mes activités qui sont durables. Et une autre entreprise du même portefeuille aura dit, moi j'ai 40% de mes activités qui sont durables. Une autre aura dit, moi j'ai que 5% de mes activités qui sont considérées comme durables, au sens de la taxonomie. Et du coup, avec la SFDR, les acteurs de la finance pourront publier des chiffres consolidés et pourront dire, voilà, dans le portefeuille, dans le produit financier que je vous vends, il y a tant de pourcents d'activités qui sont considérées comme durables au sens de la taxonomie. Donc ça va permettre en fait de venir beaucoup objectiver le caractère durable ou pas, vert ou pas, de pas mal de choses. Et via la CSRD, ça va faire remonter pas mal d'autres indicateurs. Et si on devait en citer qu'un seul, c'est évidemment le bilan carbone, puisque par la CSRD, les entreprises devront publier leur bilan carbone scope 1, 2 et 3. Et donc, via la SFDR, les acteurs de la finance pourront dire, voilà, dans mon portefeuille d'actions que je vous propose comme produit financier, il y a un bilan carbone total consolidé de tant de tonnes de CO2. Donc, la CSRD et la taxonomie vont permettre de faire remonter beaucoup d'informations qui seront au final utilisées par notamment les acteurs financiers, mais une fois encore, je le répète, les destinataires des informations de durabilité ne sont pas et ne devraient pas être que les financiers. Voilà, est-ce que déjà jusque-là, c'est clair ou pas? Est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être? Je vois pas de questions dans le chat, mais vous en Ok. avez peut-être. Je vois une question, mais bon, c'est plus un truc taquin. Ça fait peur. Ce lien nation-armée, en quoi est-ce un Ah oui, lien avec les critères ESG?
Ouais, alors, il est assez lointain le lien, on est d'accord. Enfin, il faut voir un petit peu ce paragraphe du code, du le L225 comme étant une occasion pour le gouvernement d'obliger les entreprises à publier des informations sur des choses en général. Alors le lien avec l'ESG, je suis assez d'accord que c'est assez loin. Là, on sentait que voilà, avec la situation géopolitique actuelle, ils avaient peut-être besoin de faire s'exprimer les entreprises sur leur lien avec l'armée. Bon, des fois, il ne faut pas trop chercher aussi, je pense. Ok, Euh, tu peux continuer, vas-y. voilà. Ok. Très bien. Et du coup, bah là, sur le temps qui nous reste aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps sur la CSRD. Et si tout va bien, la prochaine fois, on passera un tout petit peu sur la taxonomie ici pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment notamment le secteur de l'IT est concerné. Donc, CSRD, donc la CSRD, une fois encore, c'est quelque chose qui concerne absolument toutes les entreprises, enfin presque toutes, on va voir, IT comme pas IT, peu importe. Donc voilà, donc avec la CSRD, on a en quelque sorte une upgrade de la NFRD qui vient normalement corriger les faiblesses qu'on avait identifiées dans la NFRD et que j'ai listées tout à l'heure. Globalement, on a 4 principales nouveautés par rapport à la NFRD. Alors il y a beaucoup de nouveautés, mais 4, on va dire, points d'attention principaux. La première chose, évidemment, c'est que la CSRD va concerner beaucoup plus d'entreprises que la NFRD. Alors sur la NFRD, on avait donc une entreprise de plus de 500 salariés, pas mal d'exclusions. Là, les seuils d'application pour la CSRD sont beaucoup plus bas. De 500 salariés, on passe à 250 salariés. Donc déjà, ça fait rentrer beaucoup d'entreprises dans le scope. Les critères de bilan de chiffre d'affaires ont été aussi abaissés, donc 25 millions de bilan, 50 millions de chiffre d'affaires. Et il suffit de respecter en fait 2 critères parmi ces trois-là. Donc 2 critères parmi plus de 250 salariés, 25 millions de bilan et 50 millions de chiffre d'affaires. Et puis, ce qui va changer aussi, c'est que, alors, d'une part, les filiales européennes d'entreprises hors Union européenne sont concernées, mais on va voir que aussi les maisons mères hors Union européenne vont être concernées. Ça, c'est vachement intéressant. Certaines formes juridiques qui n'étaient pas concernées, comme les CS, les SARL, maintenant le sont. Et puis, les PME cotées rentrent dans le scope de la CSRD aussi. Tout ça devrait nous amener à concerner à peu près 46 000 entreprises dans l'Union européenne. Donc, on fait x4 en fait sur le nombre de boîtes concernées. Voilà. Le calendrier d'application, je vous dis qu'on avait une application de la CSRD qui se ferait de manière un petit peu étalée, avec l'idée que c'est quand même une assez grosse marche à franchir pour les entreprises et que du coup, on leur laisse un petit peu de temps pour se préparer. Donc, la CSRD est donc entrée en application là au 1er janvier. Et donc, sur ce premier exercice, donc reporting en 2025, comme je vous l'ai expliqué, sur l'exercice 2024 qui est en train sur lequel on est, seront concernées uniquement les entreprises qui étaient déjà concernées par la NFRD, le DPF, avec l'idée que pour elles, comme elles font déjà du reporting extra-financier, la marche sera un petit peu moins haute à franchir et que les autres entreprises, du coup, ont un petit peu de temps pour se préparer. Voilà. Rentrent par contre aussi dans le scope les entreprises non européennes cotées sur un marché européen. Alors, ce doit être, je pense, il y a assez peu de cas d'entreprises concernées, mais celles qui existent, ce sera le cas. Ensuite, rentre dans le scope l'année prochaine, donc reporting à faire début 2026 sur l'exercice 2025, toutes les grandes entreprises basées dans l'Union européenne. Alors, pour préciser, grande entreprise, c'est ça. Hein. C'est une grande entreprise au sens de l'Union européenne, c'est plus de 250 salariés, 25 millions de bilan, 50 millions de chiffre d'affaires. C'est tout ce qui n'est pas une PME, en fait. Voilà. Donc, rentre en 2026 sur l'exercice 2025 toutes les entreprises en fait qui n'étaient pas vraiment qui n'étaient pas rentrées, enfin qui rentraient dans ces trois seuils de taille et qui n'étaient pas déjà rentrées cette année. Troisième étape en 2027 sur l'exercice 2026, du coup vous rentrez les PME cotées avec probablement des normes de reporting un petit peu allégées. Et ensuite, dernière étape, donc en 2029 sur l'exercice 2028, vont entrer les entreprises hors Union européenne qui font plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça concerne du coup beaucoup d'entreprises. Dans l'IT, ça concerne entre autres, mais pas uniquement, nos amis des GAFAM qui font du business dans l'Union européenne. Et du coup, je trouvais ça intéressant de prendre un tout petit peu de temps pour comprendre comment les entreprises hors Union européenne étaient potentiellement concernées.
Voilà, sachant que je sors un tout petit peu de ma zone de confort, je suis pas juriste, donc voilà, ce que je vous propose là, c'est à éventuellement vérifier de votre côté ou à faire vérifier par quelqu'un qui s'y connaît. Mais je précise parce que les textes juridiques, enfin les textes réglementaires, sont parfois assez pénibles à comprendre. Voilà. Et je suis pas juriste, donc j'ai pas l'habitude. Ce que j'ai compris, c'est que donc les filiales européennes d'entreprises hors Union européenne, donc les filiales européennes qui sont donc des entreprises européennes établies dans l'Union européenne mais qui ont une maison mère à l'étranger, sont d'ores et déjà concernées par l'une des échéances si jamais elles rentrent dans les critères du périmètre correspondant. Donc si vous rentrez en fait dans l'un de ces trois périmètres, vous êtes d'ores et déjà concerné en tant que filiale. Et là, du coup, le reporting devra se faire sur le périmètre de l'entreprise européenne, c'est-à-dire de la filiale et même pas de la maison mère. Donc ça, c'est une première chose. Pareil, si vous êtes une entreprise hors Union européenne, mais cotée sur un marché réglementé européen, vous êtes concerné normalement dès cette année, avec un périmètre de reporting qui est l'entreprise cotée en elle-même. Alors, j'ai beaucoup de mal à savoir combien d'entreprises en pratique ça concerne, des entreprises non européennes cotées sur un marché réglementé européen. Mais voilà, en tout cas, si c'est le cas, sont concernées. Et le cas que je trouve le plus intéressant, c'est le dernier, donc qui arrivera du coup en début 2029, c'est toutes les entreprises qui sont basées en dehors de l'Union européenne et qui font au moins 150 millions de chiffre d'affaires dans l'Union européenne, et qui ont soit une filiale européenne concernée par la CSRD, donc qui rentre dans le scope de la CSRD, soit une succursale, donc pas une entité juridique à part entière, mais un établissement en fait dans l'Union européenne qui fait plus de 40 millions de chiffre d'affaires dans l'Union européenne, sont concernés à partir de 2028. Donc en 2028, reporting 2029, si vous êtes une entreprise basée en dehors de l'Union européenne, que vous faites au moins 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne et que vous avez une présence physique en fait dans l'Union européenne, vous êtes concerné par la CSRD sur l'intégralité du groupe. Donc c'est la maison mère en fait qui doit faire du reporting sur l'ensemble de son périmètre. Donc c'est plus uniquement les filiales qui sont concernées, c'est la maison mère qui va être concernée. Alors, en utilisant des normes de reporting allégées, a priori, qui ne sont pas encore publiées. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dans ces normes de reporting. On ne sait pas exactement de quelle manière, quelles indications, quelles informations ces entreprises vont devoir publier. Mais en tout cas, tout porte à croire que en 2029, on aura des rapports de durabilité émanant de maisons mères basées aux US, en Asie, peu importe, et qui, dès lors qu'elles ont un business suffisamment conséquent dans l'Union européenne, seront concernées par la CSRD. Et ça, c'est un assez gros changement de paradigme, on va dire, par rapport à la NFRD. Donc voilà pour le cas des entreprises hors Union européenne. Voilà. Peut-être à noter deux exceptions. Alors la première, elle est assez logique, c'est si l'entreprise mère d'une filiale publie un rapport qui englobe la filiale et qui répond aux exigences de la CSRD, alors la filiale est exemptée de publier son propre rapport, sauf si elle est cotée. Si vous êtes coté, vous publiez votre rapport individuel, quoi qu'il arrive. Mais si jamais vous n'êtes pas coté et que votre maison mère publie un rapport type CSRD, dans ce cas-là, vous n'avez pas à le faire. Et puis deuxième exception qui est plus vague pour le moment, c'est si vous publiez, alors typiquement si vous êtes une entreprise non européenne, vous êtes tenu par la dernière étape d'application de la CSRD de publier un rapport de durabilité, mais vous publiez déjà quelque chose vous publiez déjà un rapport de durabilité qui est établi selon des exigences équivalentes à la CSRD, vous n'êtes pas obligé de faire un rapport CSRD en plus. Sauf que pour le moment, c'est un peu flou parce que la Commission européenne n'a pas encore décidé quels étaient les cadres de reporting considérés comme équivalents à la CSRD. Donc pour le moment, là-dessus, on est un petit peu dans le flou. Voilà, donc voilà pour les entreprises hors Union européenne. Je pense que ça va être intéressant de regarder comment réagissent justement les entreprises hors UE face à ces obligations, si elles ont compris la même chose que moi, et comment justement elles vont s'acquitter de ces obligations, parce que pour certaines d'entre elles, ça va être un petit peu nouveau. Ensuite, autre nouveauté de la CSRD, c'est qu'il va y avoir un format digital commun à toutes les entreprises. Et ça, c'est pour remédier au problème qu'on avait avec la NFRD, qui était que les informations étaient très peu comparables en fait d'une entreprise à l'autre. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les rapports de durabilité, donc les rapports CSRD, vont devoir être tagués avec un format digital qui s'appelle le XBRL, qui, je crois, est déjà utilisé pour taguer les états financiers des entreprises.
Voilà. Et l'idée, c'est que ce tagging permettra, d'une part, en fait, exactement, les normes de reporting vont garantir une information assez homogène d'une entreprise à l'autre, et le tagging digital permettra de mettre tout ça dans une base de données, pardon, qui est future pour le moment parce qu'elle n'existe pas encore. Ça s'appellera l'ESAP, donc le European Single Access Point, et c'est une base de données qui sera a priori publique, gratuite, et qui viendra centraliser des informations financières et non financières publiées par les entreprises. Et ça, c'est super intéressant. Alors, ça, c'est ce à quoi ressemblera le tagging SBRL, mais je pense que je ne vais pas vous impressionner avec ça. Et voilà pour en ce qui concerne l'ESAP. En tout cas, c'est les infos que j'ai trouvées sur les sites gouvernementaux. Donc cette ESAP, cette base de données sera disponible a priori à partir de 2026. Les informations concernant la CSRD n'y seront a priori qu'en 2028. Voilà. Mais elle est supposée donc être gratuite, accessible à tous, et ça permettra du coup de rechercher, comparer, etc., les informations de durabilité publiées par les entreprises. Donc ça, c'est un énorme pas en avant par rapport à la MFRD, où on avait des informations très disparates, très peu homogènes d'une entreprise à l'autre. C'est très compliqué de faire du benchmark, de comparer des entreprises. Et normalement, avec cette base de données, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà pour le format digital commun. Troisième principale nouveauté de la CSRD, c'est ce qui concerne l'audit. Donc, je vous avais dit qu'en France, on auditait déjà nos DPEF, mais un peu parce que la France avait fait du zèle par rapport à la réglementation européenne. Là, maintenant, c'est audit pour tout le monde. Avec au début ce qu'on appelle un niveau d'assurance limité. Donc, les auditeurs vérifieront que ils ne voient rien qui les laisse penser que le rapport puisse être non sincère ou non exact. Et puis, d'ici quelques années, on ne sait pas exactement quand, on va passer à un niveau d'assurance raisonnable, c'est-à-dire le même niveau d'assurance que les états financiers. Donc, c'est quelque chose de plus contraignant, c'est un niveau d'assurance qui est plus fort. Question qu'on se pose dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le rapport de durabilité n'existe pas ou n'est pas conforme? Et ben là, le législateur européen c'est un peu botté en touche en disant en fait chaque État membre va décider des sanctions appliquées. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Et du coup, en France, alors c'est pas très très facile de trouver, de comprendre où se trouvent les sanctions pour les entreprises qui ne respectent pas les exigences de la CSRD. Moi, j'ai trouvé ça ça c'est en fait un extrait, je crois, du Code de commerce. Et donc, si l'entreprise ne produit pas ou ne communique pas ces informations en matière de durabilité, donc on peut demander au président du tribunal de faire des choses, etc., etc. Et dans le cadre d'un marché public, l'acheteur peut décider d'exclure l'entreprise qui n'a pas publié ces informations de durabilité du marché public. Alors, ok, intéressant, mais quand on regarde en fait 3 articles plus haut dans le même code de commerce, on se rend compte que l'acheteur public peut aussi, à sa discrétion, décider d'exclure des marchés publics les entreprises qui ne publient pas leur bilan carbone, par exemple. Or, je ne sais pas à quel point ça se fait souvent. Ce qui est clair, c'est que ça reste quelque chose, à mon avis, peu menaçant pour les entreprises. Les sanctions en cas de non-publication me semblent assez peu menaçantes. Donc moi, ma réaction, c'est ouais. Et je pense que en fait le caractère public, le caractère facilement accessible, public, comparable, etc., des informations de durabilité me semble être une sanction, en tout cas une incentive beaucoup plus fort, parce que ça veut dire que beaucoup d'acteurs pourront se parler de ces actions et éventuellement pointer du doigt les entreprises qui feraient des choses pas très durables. Enfin, ça c'est opinion personnelle sur le sujet. Attendons de voir aussi ce qui se passera de manière effective en cas de sanction. Voilà. Et puis, dernière principale nouveauté de la CSRD, qui est en fait quasiment la plus importante, c'est que les informations à publier vont être encadrées par des normes de reporting qui sont assez contraignantes, qui vont venir beaucoup détailler et beaucoup encadrer à la fois la nature des informations à publier et puis leur format. Une fois encore, pour entrer dans cette future base de données, les normes de reporting vont bien détailler beaucoup de choses sur la manière dont ces informations doivent être publiées, une fois encore dans l'optique de les rendre facilement comparables, actionnables, lisibles, etc. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu en détail on va passer un petit peu de temps sur ces normes. Est-ce que ça va? Quelqu'un des questions déjà?
ça échange pas mal. Il te reste 10 minutes. Oui, ok. Deux questions peut-être à ce stade. Bon, il y a des Ouais, questions je suis en auxquelles train de il y a lire des le chat. réponses, mais je vais la poser quand même. Comment cela se passe avec les entreprises US et l'ISSB? Si elles font un rapport S'ils avec font un le format rapport avec le format ISSB, ISSB, alors il y a une petite guéguerre entre l'ISSB et la CSRD. Effectivement, dans le monde anglo-saxon, les entreprises vont plutôt avoir tendance à s'aligner sur les normes de l'ISSB. Qui sont des normes de reporting volontaires, si j'ai pas de bêtises. Et ah oui, Gaëlle a répondu effectivement. Il y a une assez grosse différence entre les normes de l'ISSB et les normes de la CSRD, qui est que l'ISSB, jusqu'à preuve du contraire, demande uniquement de considérer ce qu'on appelle la simple matérialité. Dans 2 minutes, je vais vous expliquer ce que c'est que la simple matérialité et la double matérialité. Voilà. Pour le dire plus brièvement, les normes de l'ISSB sont considérées comme moins disantes que celles de la CSRD. Donc, si les entreprises européennes font un reporting type ISSB, a priori, ça ne rentrera pas, enfin, ça ne sera pas considéré comme étant au niveau de la CSRD. Sauf si la Commission européenne décide au final que l'ISSB est une norme équivalente, mais ça, une fois encore, on ne le sait pas encore aujourd'hui. On ne sait pas quelles sont les normes qui seront considérées comme équivalentes à la CSRD. Voilà. Et par contre, effectivement, Gaëlle, tu as raison, quelque chose qui est fait, un reporting qui est fait avec la CSRD, comme la CSRD est plus disante que les normes de l'ISSB, bah, effectivement, quelque chose qui est fait avec la CSRD est a priori OK pour l'ISSB. Voilà. Est-ce qu'il y a un système de classement pour mettre en avant les bons élèves? Alors, pas dans la loi, mais je pense qu'avec la disponibilité des informations, si ça se passe bien, je pense qu'il y a plein d'acteurs qui vont s'emparer de ces infos pour faire leur propre système de classement. Hop, je descends rapidement le chat. et Valentine, tu indiques que la CSRD amène une obligation d'audit par un tiers indépendant, mais c'était déjà le cas avec la DPEF. C'est déjà le cas en France, mais pas partout. Maintenant, ce sera le cas dans toute l'Union européenne et a priori, ça concernera du coup aussi des entreprises hors UE qui doivent faire le reporting, si j'ai bien compris. Voilà. Il y a eu des Euh, auto-réponses. C'est voilà. bon, tu peux reprendre. Yes, ok. Il me reste 10 minutes, ouais, ça va le faire. 10 minutes, tu peux un peu Peut-être déborder, dépasser un petit certains qui pourraient rester. Ok. Donc, ok, c'est parti sur les normes de reporting. Alors, on va pas rentrer dans le détail des normes aujourd'hui, on va juste pas avoir le temps, mais l'idée c'est de faire un balayage un peu global pour voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc, les normes, on en a 12 pour le moment. Donc, il y en a de différents types. Dans ces 12 normes, il y en a deux qui sont ce qu'on appelle les cross-cutting standards, qui sont du coup des normes transversales qui concernent tout le monde. Une première norme qui est donc c'est les normes, c'est les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards. Et donc cette ESRS numéro 1, qui est la première norme transversale, elle vient, elle, donner uniquement des éléments de méthodologie. Elle nous explique c'est quoi le périmètre de reporting, c'est quoi la double matérialité, quelles caractéristiques doivent avoir les informations qu'on publie, etc., etc. Donc elle-même n'oblige à publier aucune information, elle est juste là pour donner du cadre et de la méthode. La ESRS numéro 2, qui est la deuxième norme transversale, elle vient lister des informations générales sur l'entreprise qui doivent être publiées par toutes les entreprises. Notamment, c'est comment est-ce que les sujets de durabilité sont pris en compte au niveau de la gouvernance, voilà, au niveau du CA, du COMEX, qui s'occupe de la durabilité, est-ce que c'est des gens qui sont formés pour ça, comment est-ce que l'information remonte, etc. Comment est-ce que les risques de durabilité sont gérés, comment est-ce qu'ils sont identifiés, etc., etc. C'est quoi la stratégie, c'est quoi le modèle économique de l'entreprise et potentiellement est-ce que tout ça interagit avec les sujets de durabilité. Donc voilà, ça c'est des choses assez générales sur le business model de la boîte, son mode de gouvernance, etc., etc. Et ça, toutes les boîtes, toutes les entreprises soumises à la CSRD devront le publier. Et ensuite, donc on a ces deux standards, ces deux normes transversales, et ensuite on a 10 normes thématiques qui balayent du coup les trois grands sujets, le E, l'environnement, le social et la gouvernance. Donc 5 normes environnementales, 4 sociales et une gouvernance. Voilà. Et donc notamment ces 5 normes environnementales viennent balayer les 5 ou 6 grands sujets qui ont été retenus par l'Union européenne et qu'on retrouvera dans la taxonomie notamment. Voilà, sachant qu'il y a un sujet qui est double, qui est le climat, parce que cette norme SRS E1 inclut à la fois l'atténuation du changement climatique et l'adaptation au changement climatique, qui dans certains autres cadres européens sont séparés. Mais bon, ça c'est du détail. Voilà. Et donc ces normes thématiques vont s'appliquer, alors
pas forcément à toutes les entreprises. Elles vont s'appliquer si la thématique est considérée comme matérielle par l'entreprise au cours de son analyse de matérialité. Donc, il va y avoir un assez gros travail d'analyse de matérialité, justement, à faire par les entreprises pour déterminer quelles normes thématiques elle va devoir appliquer. Une exception, cette fameuse ESRS E1 sur le changement climatique, qui elle est considérée comme matérielle par défaut, comme importante par défaut. Et donc, a priori, toutes les entreprises devront faire du reporting dessus. Il est possible, en fait, pour les entreprises de dire, bah, pour moi, le changement climatique, c'est pas important, c'est pas matériel, mais il faut publier une explication détaillée des raisons pour lesquelles c'est pas matériel. Et vu le contexte actuel, bon courage quand même pour considérer que votre entreprise n'a rien à voir avec le changement climatique. Et du coup, la cheville ouvrière de ce reporting de durabilité, c'est la fameuse analyse de double matérialité qui va venir déterminer quelles sont les normes thématiques qui doivent être appliquées par l'entreprise. Oui, dernier sujet, effectivement, toutes ces normes transversales, donc génériques, devraient être complétées par des normes sectorielles qui vont être publiées sur la base d'un calendrier dont je n'ai pas une vision très claire. Mais l'idée, c'est que chaque secteur important aura sa norme. Et il y a notamment une norme IT qui devrait être publiée à un moment. Donc là, en termes de timeline, on parle de quelque chose qui sera peut-être publié d'ici 1 an ou 2 à la louche. Ouais. Et l'idée, c'est que du coup, a priori, les entreprises devront du coup publier un reporting basé à la fois sur les normes transversales qu'on voit à l'écran, et puis à la fois avec possiblement des compléments apportés par des normes sectorielles. Voilà. Et du coup, on va passer les 5 minutes qui nous restent sur ce fameux sujet de double matérialité, puis on finira là-dessus pour comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la matérialité et en quoi ça vient pas mal piloter en fait la nature des informations qui vont être publiées. Toc. Alors, la matérialité, c'est un mot en fait un peu barbare ou compliqué pour parler tout simplement des informations qui sont importantes, pertinentes pour l'entreprise. L'idée, c'est un mot qui vient de la finance. L'idée vraiment, c'est de dire, bah voilà, un sujet, c'est matériel pour une organisation si il est pertinent pour moi en regard des activités que je mène, de ma chaîne de valeur, de mon interaction avec les parties prenantes. Globalement, enfin, une définition qu'on peut retenir, c'est qu'un enjeu est matériel lorsqu'il est en mesure de peser dans les prises de décision. Voilà, notamment des investisseurs, des acteurs financiers, mais pas uniquement. Une autre manière de définir le sujet, de définir le mot qui est plus négatif, mais qui fait sens aussi, de dire, bah, si j'omets de parler de ce sujet dans mon rapport de durabilité, est-ce que ça peut mener quelqu'un qui lit le rapport de durabilité à prendre une décision différente en fait sur l'entreprise? Et si la réponse est oui, bah, probablement on est sur un sujet qui est matériel. Donc voilà. Donc la matérialité, un sujet qui est matériel, c'est juste un sujet qui est important, pertinent pour comprendre en fait ce que fait l'entreprise et comment elle interagit avec son environnement. Voilà. Et du coup, cette fameuse analyse de matérialité, elle va en fait venir filtrer un petit peu les différents sujets abordés par la CSRD et va permettre aux entreprises de se concentrer en fait sur les sujets de durabilité les plus importants, qui comptent le plus, et de pas éparpiller trop leurs efforts sur des sujets qui seraient très très mineurs pour elles. Voilà. Donc, voilà pour la matérialité, et on parle de double matérialité, puisqu'il y a 2 types de matérialité qui existent. Il y a une première matérialité qui est ce qu'on appelle la matérialité financière. La matérialité financière, c'est quelque chose qui va entraîner des risques ou des opportunités, parce que ce n'est pas négatif, qui vont avoir un impact sur soit la situation financière, les cash flows, la performance, l'accès au financement, etc., de l'entreprise. Grosso modo, la matérialité financière, c'est un peu l'impact de l'extérieur sur l'entreprise. C'est la manière dont l'extérieur, dont le milieu environnemental, social extérieur va venir impacter mon entreprise, mes opérations, et donc au final ma bottom line, mon cash flow, mon accès au financement, etc., etc. Voilà. 2 exemples très simples. L'aggravation des phénomènes climatiques extrêmes, du changement climatique, ça va être matériel du point de vue financier parce que ça peut très facilement perturber les opérations, des inondations, des tornades, etc., etc. Donc, pour beaucoup d'entreprises, en fait, il y aura une matérialité financière des conséquences du changement climatique. Voilà. Autre exemple, le recours au travail forcé sur certaines chaînes de valeur. Je cite le textile en exemple, mais pour le numérique, c'est aussi valable. C'est matériel du point de vue financier parce que ça peut créer notamment un risque réglementaire, parce que la réglementation se renforce sur le sujet. Et puis un risque d'image aussi, avec potentiellement des consommateurs qui vont plus vouloir acheter des choses fabriquées par des Ouïghours ou j'en passe. Voilà.
Donc ça, c'est la matérialité financière. La matérialité d'impact, c'est l'autre type de matérialité. Ça désigne, c'est les enjeux en fait qui ont trait aux impacts environnementaux et sociaux de l'organisation sur l'extérieur. Donc c'est vraiment l'impact. La matérialité financière, c'était l'impact de l'extérieur sur l'intérieur. La matérialité d'impact, c'est le contraire, c'est l'impact de l'intérieur de l'organisation sur son milieu environnemental et social extérieur. Et encore deux exemples très simples. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est de la matérialité d'impact, puisque entreprise qui émet des gaz à effet de serre contribue au changement climatique, donc a un impact sur le climat. Pareil, un exemple, une boîte industrielle, la sécurité des collaborateurs, c'est quelque chose de matériel parce que c'est des impacts potentiels sur la santé des travailleurs. Voilà, très simplement. Donc on a ce double jeu interne-externe, donc de matérialité d'impact, de matérialité financière. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir des sujets qui soient à la fois, enfin qui relèvent à la fois de la matérialité d'impact et de la matérialité financière? La réponse est oui. En fait, il y a beaucoup de sujets qui sont à la fois matériels financièrement et à la fois matériels du point de vue de l'impact. Exemple, encore très simple, je reprends des exemples que j'ai donnés dans la slide précédente. Les émissions de gaz à effet de serre, ça peut être à la fois matériel du point de vue de l'impact, voir ce qu'on a dit juste avant, mais aussi financièrement, par exemple, risque d'image associé à un gros émetteur ou un risque réglementaire, par exemple, si jamais un jour on instaure une taxe carbone, un gros émetteur de gaz à effet de serre sera potentiellement financièrement impacté. Donc les émissions de gaz à effet de serre, c'est à la fois matériel du point de vue de l'impact, parce qu'on impacte l'environnement, et à la fois matériel du point de vue financier, parce que c'est aussi un risque d'image réglementaire financier pour l'entreprise. Autre exemple, évidemment, le travail forcé sur la chaîne de valeur. C'est donc matériel financièrement parce qu'il y a un risque réglementaire, mais c'est aussi matériel du point de vue de l'impact parce que c'est un impact négatif très fort envers les personnes qui sont affectées et qui font le travail forcé. Voilà. Donc, en fait, on a beaucoup de sujets qui relèvent à la fois de la matérialité financière et à la fois de la matérialité d'impact. Voilà. Et la double matérialité dans tout ça, la double matérialité, c'est tout simplement l'union de ces deux dimensions. On dit que un enjeu est matériel du point de vue de la double matérialité, c'est matériel financièrement ou matériel du point de vue de l'impact. J'insiste beaucoup sur ce ou. La double matérialité, c'est pas les enjeux qui sont matériels et financièrement et du point de vue de l'impact, c'est l'un ou l'autre. Et donc cette analyse de double matérialité que vont devoir faire les entreprises, c'est d'aller screener un peu tous leurs sujets potentiels de durabilité et de garder ceux qui sont matériels, matériels dans un sens, dans l'autre ou éventuellement dans les deux sens. Voilà, et ça, ce petit graphique que je reprends de l'EFRAG, globalement, on va considérer, on va garder en fait pour l'analyse de matérialité tous les enjeux qui relèvent soit du périmètre jaune, soit du périmètre bleu, éventuellement sur du périmètre vert aussi, mais on va surtout pas garder que ceux qui sont en vert. On va garder et le bleu, et le jaune, et le vert. Voilà. Parce que vous pouvez avoir un impact qui, par exemple, va être très, très matériel du point de vue de l'impact, mais qui n'aura aucune incidence financière. Mais il faut évidemment en tenir compte de cet impact. Et pour revenir très rapidement sur ce qu'on disait sur l'ISSB tout à l'heure, le problème actuel des normes de l'ISSB, c'est qu'elles considèrent uniquement la matérialité financière. Elles considèrent que les entreprises n'ont à rendre compte que des risques, des opportunités que l'environnement pourrait leur faire subir et qu'elles n'ont pas à rendre compte de leur impact sur l'environnement ou sur les humains. Voilà. Donc je crois que le rationnel derrière ça, c'est le marché s'occupera de sanctionner les entreprises qui ont des impacts. Ça a vachement bien marché jusque-là. Hein, voilà. Voilà. Tout ça pour dire que l'ISSB est considéré du coup comme, les normes de l'ISSB sont considérées comme étant des normes plus faibles au sens de la durabilité que les normes CSRD. Voilà, la double matérialité, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de la méthodo, qui est d'ailleurs assez floue. Donc le SRS1 donne des grands principes, on va dire, pour l'analyse de double matérialité. Il n'y a pas de méthodo pratico-pratique, donc c'est encore un petit peu chacun sa sauce, mais quand même nettement moins qu'avant. Dans les très grands principes, pour finir rapidement, c'est que pour faire cette analyse de double matérialité, du coup, ce filtre en fait des enjeux vraiment importants pour l'entreprise, il est essentiel de coopérer avec les parties prenantes. Donc l'entreprise doit tenir compte en fait des intérêts de ses parties prenantes quand elle décide quels sont les enjeux matériels ou pas. Elle doit prendre en compte l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise, et ça aussi c'est super important et c'est un petit peu nouveau. L'idée c'est que l'entreprise n'est pas uniquement responsable de ce qui se passe sur son périmètre, mais aussi de ce qui se passe sur sa chaîne de valeur, amont, aval. Et puis, après, le SRS1 demande de coter les impacts en matière de gravité, ampleur, étendue, remédiabilité, etc. Mais ça, c'est plus, technico-technique. Dernière slide pour revenir là-dessus. Donc, c'est vraiment cette analyse de double matérialité ici qui va venir filtrer
quelles sont les thématiques importantes et qui va venir en fait déterminer quelles sont les normes thématiques que l'entreprise va devoir appliquer pour son reporting. Donc dans certains cas, alors on peut avoir des entreprises pour lesquelles toutes ces normes en fait seront matérielles. En ce moment, je bosse pour une boîte de l'agroalimentaire qui du coup se retrouve confrontée à beaucoup de sujets parmi ceux-là et qui du coup va littéralement devoir appliquer toutes les normes. Inversement, on peut avoir des entreprises pour lesquelles il y aura que quelques sujets qui seront réellement matériels et du coup, elle n'aura appliqué que quelques normes parmi celles-là. Donc l'analyse de double matérialité, c'est vraiment assez crucial pour la CSRD et c'est un exercice qui est à faire avec beaucoup d'attention, on va dire, à les entreprises pour comprendre ensuite quelles normes elles devront appliquer. Voilà, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Merci Adeline. Il y a des questions, pas mal d'échanges sur la partie numérique en fait. Ouais. Donc, j'ai prévenu un peu au début. Au final, aujourd'hui, c'est assez peu numérique parce que voilà, je voulais poser le cadre. Mais ouais, Va- Valentine. va- Valentine, vas-y. Merci Aline, c'est archi clair et c'est digne d'un travail de juriste, donc bravo. Je voulais te demander. C'est gentil. Ça m'a Ouais, coûté une ou deux boîtes d'aspirine quand même. ouais, bah, en vrai, c'est vraiment très clair parce que c'est extrêmement complexe, donc tu l'as vraiment clarifié au maximum. Je pense que tu en parleras la prochaine fois. Moi, j'arrive pas à savoir, en fait, à partir du moment où tu publies ton bilan carbone sur tes 3 scopes et que toutes les entreprises aujourd'hui sont fortement numérisées, elles vont être obligées de publier des infos sur le périmètre numérique. Ça, c'est une chose. Et quelle Oui, va être la différence entre les entreprises qui font partie du secteur de l'IT et qui devront publier telle ou telle info en fonction de ce que tu disais, l'information technology norme qui va arriver. En fait, j'arrive pas moi à savoir un peu les différences de périmètre pour chacun. Je pense que tu en reparleras la prochaine fois, n'est-ce pas? ouais. Alors la norme IT qui va arriver, je n'ai aucune idée de quoi elle ressemble, honnêtement. Alors je sais pas s'il y a déjà des drafts qui sont sortis ou pas, je crois pas d'ailleurs. Donc honnêtement, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dedans. Peut-être que des gens mieux informés que moi savent. Par contre, pour la question du périmètre, tu peux reposer la question, j'ai pas bien saisi. Toi, à partir du moment où tu dois publier les infos qui impactent l'environnement, tu vas forcément publier des infos relatives à ton périmètre numérique, ton Tout à parc fait. informatique, etc., dans ton scope, enfin dans tes 3 scopes de ton bilan carbone. Et ça, qu'est-ce qui doit être publié sur le Dans le numérique? bilan carbone? Ouais. Est-ce qu'on le sait ça? Alors, Parce que de mémoire, à l'époque, quand tu avais fait ta présentation, on savait toujours pas. ouais, alors effectivement, on pourra en parler un petit peu la prochaine fois, mais globalement, c'est bilan carbone fait selon le GHG protocole. Ok. Donc normalement, l'IT est dedans au titre, enfin, alors soit on est une boîte qui fait pas l'IT, dans ce cas, ça rentre dedans au titre des achats de biens de services, etc., etc. Voilà, soit on est une boîte de l'IT, dans ce cas, ça rentre dans d'autres scopes, enfin dans d'autres postes d'émission, je veux dire. Voilà. Après, moi, je suis pas une pro du bilan carbone, donc je sais pas à quel point le DG protocole est adapté pour bien prendre en compte toutes les spécificités de l'IT, mais en tout cas, c'est mode DG protocole a priori. Ok, et excuse-moi, mais juste une dernière question. Les indicateurs de reporting, ils sont fournis par l'Union européenne. Ils vont être Oui, systématisés, standardisés. Ok. tout à fait. Effectivement, on en parlera la prochaine fois, mais effectivement, il y a une norme, notamment la norme, donc les CRS E1 qui porte sur le climat, est assez touffue. Il y a au moins 50 pages d'informations sur quelles informations on doit reporter, comment est-ce qu'on doit les calculer, comment on doit les présenter, etc., etc. Donc, Ok, dans certains cas, ça va être très, très, très guidé, dans d'autres, beaucoup moins. Mais... ok, super. Est-ce qu'on pourra avoir les slides? Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question Ah oui, bien de. sûr, ouais, je les ai pas, oui, bien sûr. Je les ai pas Bah, publiés avant parce que je les ai finis hier soir, mais, merci mais beaucoup, je les mets, y a pas de souci. super clair. Et J- je crois que tout le monde dit ça dans le chat. ouais. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Gilot, Gilou, tu as levé la main? Oui, salut à tous. Bon, désolé, j'ai pris en cours, Adeline, je faisais une présentation juste avant pour Boavista. C'était pour rebondir sur le côté indicateur, etc. Pour ma part, j'ai contribué dans le cadre de la Commission européenne avec le JRC, enfin le Joint Research Center et ouais, la DG Select au travail sur la création du set d'indicateurs qui serait imposé aux opérateurs mobiles. Et donc la façon, je ne sais pas si tous les secteurs travaillent de la même façon, mais en tout cas la façon dont on l'a fait pour les opérateurs mobiles, c'est qu'il y a d'abord eu une enquête du BEREC, donc qui est une sorte d'instance multinationale, multi-corporation, qui a fait un sondage auprès des opérateurs mobiles, les gros comme les petits. Quels sont les indicateurs qu'ils utilisent déjà aujourd'hui? Quels sont les indicateurs sur lesquels ils se sentent à l'aise? ouais.
En sortant de ça, il y a une sorte d'étude comparative entre les jeux d'indicateurs utilisés par PEF et autres et ce que les opérateurs se sentaient à l'aise de faire. Et au final, un rapport en est sorti après une audition à la commission en octobre. Le rapport a dû sortir en décembre ou janvier. Et donc les opérateurs savent maintenant, les opérateurs mobiles j'entends, savent maintenant quels sont les indicateurs qu'ils devront utiliser dès lors qu'ils seront obligés par la loi donc en 2025-2026. Mais c'est pas, comment dire, c'est assez complexe dans le sens où, comme ils ont conscience qu'au final, ce sera utilisé comme potentiellement de la comparaison, alors qu'à l'origine, c'est pas le but. Le but, c'est que c'est du déclaratif et pas du comparatif. Mais comme ils ont conscience que ça va être du comparatif au final, et pourquoi pas même du contraignant, tout le monde freine des cas de fer. Les équipementiers, les opérateurs, les gros comme les petits, etc. Et c'est pour ça que je mettais un peu sur le ton de la blague il y a une semaine ou deux, quand on parle de multi-indicateur, tous ces gens-là, ils disent oui, moi je fais du multi-indicateur, je fais du carbone, effectivement tout sur du GHG protocole, je fais du financier et je fais du taux. Alors il y en a genre Ericsson qui disait moi je peux vous donner le taux de matière recyclée dans les antennes. Et pour eux, c'est un indicateur. Et pour d'autres, pour tous, en fait, là où ils se sentent à l'aise, c'est juste pour dire quelle est la consommation électrique, d'énergie qu'ils utilisent. Mais après, ça s'arrête souvent là, quoi. Ouais. Bah là, ça va aller passablement plus loin sur un certain nombre de sujets. Alors voilà, une fois encore, tout dépend des sujets de matérialité, hein, de comment ils mènent leurs analyses de matérialité. Et voilà, c'est pour ça que c'est un peu la cheville ouvrière de cette réglementation. Si jamais l'analyse de matérialité est un peu généreuse, on va dire, avec les entreprises qui n'ont pas envie de faire du reporting, bah, ils peuvent, voilà, ça peut les amener à considérer que tel ou tel sujet n'est pas matériel pour eux, alors que plein de gens aimeraient les voir reporter sur ces sujets-là. Mais bon, voilà, on est vraiment là pour le moment, pour cette année, en fait, on est un peu en mode essuyage de plâtre généralisé, hein, évidemment, c'est la première année d'application, donc je pense que début 2025, quand les premiers rapports CSRD vont sortir, il y aura beaucoup de lectures à faire pour regarder comment tout ça a été traité et potentiellement voilà, ajuster le tir. Enfin voilà, il y aura plein de retours d'expérience à faire d'ici un an. Super. On est 10 minutes midi 10, donc on a juste peut-être une question et un commentaire. Tu avais une question autour de l'audit de durabilité, qui a priori ne serait réservé qu'à des auditeurs type commissaire aux comptes, au détriment de consultants en durabilité. A priori, c'est que les OTI qui peuvent faire ça. Alors, les OTI, le OTI, c'est un statut, hein, c'est organisme tiers indépendant. Jusqu'à présent, pour les DPF, c'était donc beaucoup les grands cabinets d'audit qui faisaient ça, les KPMG, Price, etc., etc. Là, effectivement, comme avec la CSRD, il y aura beaucoup plus de rapports à auditer, il va falloir plus de gens pour les auditer. Et effectivement, en France, en tout cas, on a donné le travail, entre guillemets, au commissaire aux comptes. Voilà, pour des raisons, je pense notamment de convergence assez forte entre l'information financière et l'information de durabilité. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais globalement, les périmètres de reporting seront les mêmes périmètres que les comptes consolidés d'entreprise. Enfin, va vraiment y avoir une convergence en fait entre cette info financière et cette info non financière. Donc, ça faisait sens d'une certaine manière de donner le travail, de donner ce travail d'audit au commissaire aux comptes, qui, je crois, d'ailleurs, se forme au sujet de durabilité pour être à la hauteur entre guillemets sur cet audit des infos de durabilité. De toute façon, un OTI peut pas faire du conseil, donc les consultants seront là pour fournir du conseil, pour aider. Et puis dernier commentaire, proposition de faire un article à partir de ta brillante présentation, pour lesquelles tu as plein de remerciements. Et Valentine Roux te contactera, elle est déconnectée, pour t'aider à faire cet article. Ok, ouais, avec plaisir. Oui, alors l'idée, Valentine aurait un peu de dispo peut-être pour faire un article. Ouais. Moi, mon idée de base était beaucoup plus simple, c'est que le support que tu as partagé là en Weekly Admin, déjà, encore bravo, mais il est, je pense, assez autoporteur. Il pourrait très bien être packagé tel quel et être une rubrique publication en fait sur le site de Boavista où on retrouve l'étude conviction top management. Faut qu'on rajoute le lien pour mettre l'étude cloud aussi, mais voilà, il y a ces types de supports là dans une rubrique publication. Et je me dis que juste les slides que tu nous as montrés ce matin, elles pourraient très bien être rajoutées là telles quelles comme une publication. Je pense qu'elles sont porteuses. Ouais.
Si en tout cas tu les partages. Mais comme tu les as partagés en bi-weekly, je me suis dit, peut-être qu'en fait, Oui, de du toute coup, façon, elles sont partageables, bien sûr. Bah, écoute, Et, ouais, pourquoi pas, parlons-en. Si on les publie et- tels quels, je voudrais vraiment que quelqu'un vérifie que j'ai pas écrit de conneries sur les entreprises hors Union européenne, parce que je crois que je sais plus qui ouais, en parlait à alors, un moment, c'était que chacun a un petit peu son interprétation des textes qui sont quand même assez touffus, ouais. donc je veux bien me faire Ouais, fact-checker tu peux là-dessus. te mettre un petit, voilà, tu peux aussi publier le support en mettant un petit warning autre en disant voilà, Ouais, point en cours de vérification. Je crois que François disait tout à l'heure, tout le monde tâtonne sur la CSRD, il y a des sujets qui sont encore à vérifier.